Bonjour et bienvenue dans 50 nuances de sport, le podcast qui fait rimer bonheur et sueur. Moi, c'est Rosanne, et ici, je donne la parole à des sportives et sportifs passionnés, aux parcours différents, qui vous partagent leur histoire, leur vision du sport, ou encore une expérience qui les a marqués. Des témoignages passionnants, faits pour vous inspirer. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode du podcast que j'ai eu le plaisir d'enregistrer avec David, un passionné de randonnée qui a réalisé son rêve, celui de traverser l'Europe à pied, du sud vers le nord, soit environ 15 000 km, ces 3 dernières années. Alors David, c'est un ancien banquier de métier, et la première partie de son voyage, il l'a réalisé dans le cadre d'un congé sabbatique. Le principe du congé sabbatique, c'est qu'ensuite on revient dans son entreprise, mais David en a finalement décidé autrement. Cette ancienne vie ne lui convenait plus, et il a décidé de quitter son job pour vivre de sa passion en proposant des formations autour de la randonnée sur son site internet. Un changement de vie radical qu'il me raconte dans un épisode publié sur Chronique d'un changement de vie, le podcast, qui est déjà disponible, dont je vous mets le lien en barre d'infos et que je vous invite vivement à écouter. Donc durant l'échange qui va suivre, on va pas parler de ce changement de vie, on va plutôt se focaliser sur son aventure, celle qui lui a permis de traverser l'Europe à pied du sud vers le nord en 3 étapes. La première a eu lieu en 2017, où il est parti de Faro, une ville au sud du Portugal, pour faire toute la côte jusqu'aux Pyrénées, qu'il a traversée dans la longueur, pour finalement rejoindre Paris 6 mois plus tard. En 2018, il se professionnalise sur un certain nombre de sentiers de montagne et fait de nombreux GR en Europe, pour finir son périple en 2019 en partant de Paris et en atteignant Cap Nord en Norvège. Durant notre échange, David nous explique comment lui est venue l'idée de ce voyage, comment il prépare ses périples, comment il les a vécus, comment il gère le retour à la civilisation après n'avoir croisé que très peu de monde en plusieurs mois. Bref, un échange passionnant qui donne envie de chausser ses chaussures de randonnée et de partir sur les sentiers. J'espère que l'épisode vous plaira et si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à laisser une note et un commentaire sur Apple Podcast, comme Gloria73 que je remercie au passage pour son petit mot et à qui je souhaite de réussir ce qu'elle croyait impossible. Je produis ce podcast intégralement et indépendamment, donc si mon travail vous plaît, vous pouvez le soutenir à hauteur d'1 € par mois via la plateforme de financement participatif Tipeee, dont je vous mets le lien en barre d'infos. Merci à vous et très bonne écoute. Alors bonjour David. Bonjour Rosanne. Merci d'avoir accepté ma seconde invitation. Avec plaisir. Puisqu'on se retrouve aujourd'hui dans 50 nuances de sport pour parler de ta passion, la randonnée, après avoir réalisé un premier épisode dans Chronique d'un changement de vie, le podcast sur ton changement de vie. Puisque moi je t'ai découvert sur les réseaux sociaux sous le nom Le Banquier Randonneur, qui résume très bien les 2 aspects de ta vie. Donc tu as eu une première vie en tant que banquier, enfin en tout cas employé de banque, et une seconde que tu vis actuellement, où tu es formateur en randonnée, après avoir fait pas moins de 15 000 km de marche. Donc dans l'épisode de Chronique d'un changement de vie de podcast, on revient justement sur ce changement de vie, vraiment ce parcours que tu as fait, notamment aussi dans ta tête, pour pouvoir en venir à cette décision-là. Et ce que j'aimerais dans 50 nuances de sport aujourd'hui, c'est parler vraiment de ta passion, la randonnée, et de parler de ton périple qui s'est réparti sur les 3 dernières années, qui t'amène aujourd'hui, comme je le disais, à compter plus de 15 000 km à ton actif. Alors, pour commencer, j'aimerais savoir si tu as toujours eu le goût de la randonnée. Est-ce que tu as toujours aimé ça? Oui. Ouais. Oui. La randonnée, la nature, j'ai toujours adoré ça. Si tu veux, je suis né dans un village de 50 habitants. Oula, où ça? En Haute-Marne. En Haute-Marne, ouais. Ok. Donc, si tu veux, c'est un petit village, c'est quelques maisons perdues au fond d'une vallée, entourées par les champs et les bois. Okay. Donc, aller dans la nature, ça a toujours été un grand plaisir et une possibilité. J'ai eu cette chance quand j'étais tout petit. Ouais. Et je passais mon temps dans le jardin de mes parents, quoi. Adolescent, avec mes copains, on allait faire des cabanes dans les bois. Après, je pouvais faire les scouts. Ouais. Et quand j'ai commencé à travailler, quand j'ai commencé à travailler vers 19-20 ans, j'ai commencé à faire de la randonnée. Au début, c'était juste une petite balade. Après, c'était un week-end de 3 jours. Et avant de partir vraiment marcher beaucoup, j'avais pas fait plus d'1 semaine de randonnée. Ok. Donc, t'avais fait quoi comme type de rando? Tu partais, c'était en France ou Ouais. Ouais. Je partais autour de chez moi, quoi. Ouais. J'étais à l'époque, j'ai vécu en Champagne et en Bourgogne. Donc, par exemple, j'ai traversé le Morvan, j'ai fait le tour des lacs de la forêt d'Orient, etc. Des petites choses comme ça. D'accord. Et tu partais, tu préparais un petit peu tes voyages ou tes périples, ou tu partais
La fleur au fusil. Ouais. Au début, je partais vraiment la fleur au fusil. Ok. Et tu étais à l'époque dans la banque où tu es resté pendant 7 ans. Voilà. Après avoir eu un parcours assez classique, on en parle dans le premier épisode dans Chronique d'un changement de vie. Et donc voilà, on va rapidement revenir sur le fait que tu as fini par demander un congé sabbatique après avoir senti que tu étais arrivé au bout de ton job, de ta vie personnelle également, pour partir 6 mois marcher. Tu décides à l'époque de faire le France-Sibéria. Est-ce que tu peux nous parler de ce France-Sibéria? Qu'est-ce que c'est? Pourquoi avoir choisi ce parcours-là pour partir? France-Ibéria. France-Ibéria, c'est traverser toute l'Ibérie et la France. Ouais. En fait, quand j'ai eu un congé sabbatique de 6 mois, je savais que je voulais partir marcher 6 mois. Et donc j'ai pris un papier à crayon et j'ai mis tous mes rêves de randonnée, tous mes rêves de balade, sans aucune limite, vraiment un brainstorming. Et je me suis rendu compte qu'il fallait que je parte toute une vie. Sauf que j'avais que 6 mois devant moi, donc j'ai condensé les choses qui étaient pas trop loin pour faire un parcours cohérent, parce que c'était pas question pour moi de reprendre des moyens de transport. Je voulais partir quelque part et marcher 6 mois juste avec mes petites jambes. Ok, revenir à ton point de départ presque. En gros, c'est ça. Ok. C'est ça. Donc il y avait quelques destinations qui me disaient beaucoup. Ça se passait beaucoup en Europe. Et avant de partir à la découverte du monde entier, je voulais traverser mon continent, celui qui m'a vu naître, l'Europe. Et commencer par le sud. C'était sympa parce que déjà techniquement, je le savais pas encore, mais c'est plus facile parce qu'il fait plus chaud quand même. Pour avoir traversé la Norvège récemment, je m'en souviens de quelques épisodes un peu frais. Ouais. Et donc du coup, ça s'est très bien goupillé que je pense d'abord au sud. En gros, je prends un avion à Paris, je vais jusqu'à Faro. Ça met 2 heures à 800 km/h et j'ai mis 6 mois pour revenir. Alors, t'es parti à quelle période de l'année? Je suis parti en avril. Okay, début avril, le 4 avril 2017. Ok, d'accord. En gros, il faisait moins 4 degrés le matin en Bourgogne. Donc, je grattais ma bagnole tous les matins la dernière semaine de boulot. J'arrive à Faro, 40 degrés. Boum, 44 degrés Celsius de différentiel thermique dans les dents. Ok. Et tu sais, j'ai beaucoup vécu en Champagne-Bourgogne. Donc Bourgogne, déjà, on est sur un climat un peu continental, donc c'est du -5, -10 par épisode tous les hivers. Et là, arrivé à du +40, auquel j'étais pas du tout habitué, ouais. Au début, ça déménage. Ouais. Et t'avais, alors, en termes d'équipement, t'es parti, il faisait froid, et t'es arrivé. Non, du coup, j'avais quand même anticipé. Ouais. Donc, je suis parti limite. Et je suis arrivé suffisamment peu habillé pour pas avoir trop chaud là-bas. Ouais. Et donc le départ c'était le Portugal et l'arrivée était profilée pour Paris. Paris. Okay. Voilà. Donc France-Ibéria, traverser toute l'Ibérie d'abord, donc toute la côte portugaise, puis l'Espagne. Après la grande traversée des Pyrénées, un petit bout de Méditerranée et on remonte vers le nord, vers Paris. Et où à Paris exactement? À Notre-Dame de Paris. Ouais, tu en parles dans le premier épisode. Eh bien oui, une belle ligne d'arrivée. Et il y avait des points importants pour moi où passer. Saint-Jacques-de-Compostelle, pour beaucoup de marcheurs. Ouais. Quelle que soit l'idée ou la foi ou ce qui nous motive à partir marcher. Beaucoup d'entre nous, on a très envie de passer à Saint-Jacques. J'habitais juste à côté de Vézelay, qui est un endroit extraordinaire. Donc je voulais sur le retour passer par Vézelay aussi. Ok. Qui voilà. se situe dans quel... En Bourgogne. Okay. Vézelay, c'est la colline éternelle. Il y a c'est un ancien oppidum, en fait, où il y a une ville maintenant avec les murailles, une petite Carcassonne, on va dire, okay. à sa petite échelle, et qui est magnifique en plein cœur de la Bourgogne. J'habitais en 15 kilomètres de cet endroit, et un des rêves aussi de beaucoup de marcheurs, c'est de partir de chez soi. Le truc, c'est que partir de chez soi à -4 degrés Celsius, je me suis dit non, je vais revenir vers chez moi. Donc au début, je pensais plutôt faire un Paris Portugal. J'ai fait l'inverse. Ça me permettait de traverser en fait le Portugal au printemps, quand il fait pas encore trop chaud. Juste 40. Juste 40 degrés. On a eu du coup en 2017 le printemps le plus chaud du siècle, un truc comme ça. Et l'été en Ibérie, il y a eu des incendies de feux de forêt partout, donc j'ai eu la chance de pouvoir les éviter. Et ça m'évitait de me taper du -4 degrés, de la pluie tous les jours dans la France au début en avril, quoi. Ouais. T'es parti, tu avais préparé ton périple, tu savais que t'allais faire France-Sibéria, c'est un parcours qui existe déjà? Non. Ou que tu t'es créé tout seul? Ouais, c'est ça. D'accord. Moi j'avais mon rêve et j'ai pris des bouts de chemin par-ci, des bouts de chemin par-là. Parfois j'ai marché où il n'y avait pas de chemin du tout pour faire l'itinéraire de mon rêve.
C'est dans ce sens-là que ça fait. Ok. Et Franciberia est un nom que j'ai inventé, du coup, parce que en traversant et l'Ibérie et la France, ça faisait un joli mot. Ouais, c'est vrai que ça fait, on a l'impression que c'est un vrai nom de rando. Et oui. Tu es parti seul? Oui. Ok. Pourquoi être parti seul? C'était une volonté? Ouais, c'était tout à fait une volonté. C'est-à-dire que quand je suis parti, comme on en a parlé lors de notre précédent épisode, rien dans ma vie n'allait, donc j'ai quitté en vrai mon travail, ma compagne et ma maison que j'avais en Bourgogne. Du coup, partir seul, c'était important pour moi. D'abord, c'est une partie du jeu, mais ça, à la limite, je le savais pas vraiment à l'époque. Quoique déjà un peu solitaire, j'avais déjà cet appel de la solitude, on va dire. Et j'avais un peu une overdose, en fait, on va dire, des relations humaines normées par notre monde. C'est-à-dire, je suis banquier, je suis en costard-cravate, tu rentres dans mon bureau, Rosanne, tu repars en signant un contrat. Tu repars pas. Donc, il y avait toujours quelque chose d'intéressé, de très mercantile, très commercial, derrière chaque relation humaine. Auprès de ta hiérarchie, il faut te vendre. Auprès des clients, il faut vendre. Auprès des collègues, il faut se vendre aussi. Donc, il y a toujours la vente dans mon travail de commercial que j'avais depuis 7 ans. De tes relations humaines. Toujours du calcul et de la vente. Ouais. Alors que là, je voulais partir seul. Et partir seul, ça m'a permis de me retrouver moi-même, mais vraiment qui je suis. Pas un masque de banquier ou un masque de gentil petit garçon qui fait des études ou un masque de je ne sais pas quoi d'autre. Moi. En me retrouvant moi-même, j'ai trouvé une connexion à autre chose qu'on peut appeler l'univers. On mettra le mot qu'on veut dessus. Et une fois que je me suis retrouvé moi et cela, ça m'a permis de retrouver une relation saine avec l'autre. Ouais. Quand je croise des randonneurs, j'évite de leur vendre des contrats d'assurance vie si tu veux. Ça peut les dérouter. D'accord. Donc t'es parti seul pour te retrouver. Ouais. Tu t'es retrouvé. Alors, est-ce que c'était ton objectif? T'es parti avec quel objectif? Tu parlais de vivre ton rêve. Je me souviens que dans l'épisode 2 de 50 nuances de sport où j'ai interviewé Antoine qui est parti aussi marcher, il dit qu'il n'avait pas d'attente, il attendait pas forcément de réponse par rapport à sa vie. Est-ce que toi tu étais parti avec des questions auxquelles tu comptais répondre ou t'étais juste parti vivre ton rêve et peut-être que tu as trouvé des réponses sur le chemin? Est-ce que t'es parti avec des attentes? Eh ben, c'est une excellente question, Rosanne. Ouais, je lis dans tes yeux que ça te perturbe. Mais je me la suis jamais posée. Ouais. Alors pour toi, je vais essayer de y répondre aujourd'hui. Ouais. Ça fait 3 ans maintenant, avec le recul que j'ai. Pourquoi je suis parti? Il y avait plusieurs choses. Il y avait effectivement un rêve en trame de fond. J'adore marcher, j'adore la nature. Je voulais partir marcher dans la nature 6 mois tout seul. Et tant qu'à faire, je voulais traverser l'Europe. En vrai, quand je reprends mon papier et mon crayon de ce fameux brainstorming, je voulais traverser l'Europe, mais en 6 mois, c'est trop court. Donc je me suis dit, c'est pas grave, je vais d'abord commencer en traversant un bout de l'Europe, par exemple la partie la plus ensoleillée au sud, et on verra plus tard pour la suite. Et c'est ce qui s'est passé 2 ans plus tard. Donc il y a une trame de fond qui a effectivement traversé un continent. Il y a aussi le fait de vouloir couper avec le passé complètement. Et il y a un petit côté aussi challenger sportif. D'accord. Je suis un ouf, je marchais 5000 km. Ouais, t'avais besoin de couper et de te challenger. Est-ce que tu as répondu à ces deux objectifs? Ah oui, complètement, oui. Ouais. Bien sûr, c'est challengeant. Je savais pas à quel point ça aurait été challengeant de faire ce que j'ai fait. C'est-à-dire? Bah, c'était dur, hein, j'en ai chié. Ah ouais? Eh ben oui. Plus que tu n'avais imaginé? Plus que ce que j'avais imaginé. Sur quels aspects? Au niveau de difficulté physique. Alors en plus, je suis parti sur un aspect, on va dire, assez de performeur, et ce qui fait que je n'étais pas dans une situation où j'écoute mon corps. En fait, je suis parti sur une rémission de tendinite. D'accord. Tu faisais du sport avant? Ouais, je faisais du sport. Tu faisais quoi comme sport? À l'époque, j'étais pressé, donc je courais. Je faisais du trail. Je commençais à faire des petits trails en format semi-marathon, tu vois, en trail. Ok. Et à un moment, je m'entraînais 3-4 fois par semaine en faisant les sorties de 12 km avec 600 mètres de D+. Ouais. Donc j'avais commencé cette voie du trail. Mais maintenant que j'avais du temps, pourquoi courir quand t'as du temps? Je voulais marcher. Et je me suis bien retrouvé d'ailleurs dans ce rythme de la marche. Parce que quand tu marches, t'es à 4 km/h. C'est pas spectaculaire, c'est pas exceptionnel, mais le but du jeu, c'est de marcher quand même longtemps dans la journée et en portant un sac lourd. C'est ça qui fait 12, 15, 20 kilos en fonction de la distance qu'il y a entre 2 points de ravitaillement. Parce qu'il faut porter la nourriture et l'eau, bien sûr. Et donc physiquement, ouais, ça a été un petit peu difficile, notamment la température. En fait. Ça, c'était le premier choc. Ouais. Le petit bourguignon qui part de sa Bourgogne à moins 4 degrés, qui débarque à Faro 40 degrés. Oh,
Ça, c'était très dur. Ouais. Des coups de soleil sur l'intégralité du corps. Donc tu pèles, ça fait mal. Je sais pas si t'as déjà eu un coup de soleil dans les oreilles ou sur le petit bout du nez. Quand tu rigoles, voilà, quand tu rigoles, tu fronces un peu le... Ah ouais. Non, bah tu fronces plus. Non, c'est ça. Tu tu ne bouges plus ton visage, sinon tu pleures, c'est ça. Donc coup de soleil sur coup de soleil, insolation avec diarrhée, vomissement, fièvre délirante. Au début, je me suis vraiment fait cogner fort par le soleil, quoi. Ah ouais. Ça, c'était au tout début de ton périple? Ouais, c'était la traversée du Portugal, c'était le premier mois, ouais. Ouais. Ah oui, donc ça remet les idées en place assez rapidement. Ah bah ça te remet les pieds sur terre. Ouais. T'es cramé partout. Ouais. À tel point que quand le soleil tape fort, même à travers les vêtements, au bout d'un moment, ça te fait mal. Ouais. Donc ça crame, ça fait très mal, mais également ça c'est une loi de l'univers. En Algarve, il fait 40 degrés, le soleil, on est presque au Maroc, ça cogne pour de vrai, quoi. Donc il faut s'accoutumer au rythme du soleil. Donc tu te lèves de plus en plus tôt pour partir à la fraîche, puis partir clairement de nuit pour éviter les grosses chaleurs insupportables l'après-midi, quoi. Ouais. Donc au début, j'avais gardé mon rythme de vie, on va dire, de sédentaire, citadin, tertiarisé. Horaire de bureau. Voilà, c'est ça, horaire de bureau. Mais Rando de 9h à 17h. C'est ça. À 17h, c'est fini, on ferme, monsieur. Sauf que au Portugal, à partir de 13-14 heures, tu crèves sous le soleil. Ouais. Donc j'ai commencé à me lever à 6 heures, à 5 heures, à 4 heures, parfois à 3 heures, puis à partir de nuit, quoi. C'était beaucoup plus faisable pour moi. Ça, c'était le premier truc dur, physiquement. Ouais. Bon, après, il y a les kilomètres, hein. Je te cache pas que marcher 5000 kilomètres, sans trop de préparation, parce que du coup, j'étais sur une rémission de tendinite, donc j'avais pas pu m'entraîner vraiment sérieusement avant de partir. Au début, c'est dur. Tu faisais combien de kilomètres par jour, à peu près, en moyenne? En moyenne, ça fait entre 25 et 30, quelque chose comme ça. Ok. Plus près de 25, certainement. Ok, avec un sac à dos qui pesait... 12-15 kilos. Ok. Ouais. D'accord. Ouais. Ok. Ça, c'était pour le dur physiquement. Alors après, j'ai marché 3 mois, la traversée du Portugal et l'Espagne, ça m'a pris 3 mois, pour m'entraîner avant d'arriver au pied des Pyrénées, que je comptais traverser dans le sens de la longueur. Ça, physiquement, on a augmenté d'un cran. Ouais. Parce que tu pars marcher, au début c'est dur. Au Portugal, je devais faire 15 km par jour, à cramer sous le soleil, là. Ouais. Et après, j'ai commencé à faire 20, 25, 30 km. Sur le Santiago, sur le Saint-Jacques-de-Compostelle, à la fin de l'Espagne, j'étais à plus de 30 km par jour en moyenne. Je me suis dit, ça y est, je suis devenu un vrai randonneur. Ouais. Je marche 35 km par jour, je suis un ouf. Et là, j'ai commencé les Pyrénées. Et là, ton ego. Exactement. Là, t'apprends l'humilité, Rosanne. Parce que t'arrives au pied des Pyrénées, que j'ai pas traversé les Pyrénées au col, hein, donc je comptais les traverser dans le sens de la longueur, de l'Atlantique à la Méditerranée, sur le fameux GR10, qui est magnifique d'ailleurs pour les amoureux de la randonnée. Ça fait 900 km, 55 000 mètres de dénivelé à faire, et au début, tu recommences à faire des journées de 15 km. Mais plus 5, 800, 500, 800, 1000 mètres de D+, donc en vrai, ça fait une belle journée quand même. Ouais. Mais quand ton corps n'est pas accoutumé à la marche en montagne, ça fait tout drôle. Donc tout fier, j'étais à 33 km de moyenne par jour à la fin de l'Espagne, je me suis dit, wouh, ça y est, je suis parti. T'arrives dans les Pyrénées, tu fais plus 15 ou 18 km, tu te couches le soir, t'es mort intégralement. Donc bah voilà, c'est l'apprentissage de la montagne. Ça, c'était pour la difficulté, on va dire, physique. Il y a eu une difficulté psychologique aussi quand même, qui est liée aussi en fait à ce changement de vie que nous avons abordé dans le premier podcast. C'est-à-dire que d'une vie avec d'un petit garçon avec une bonne éducation, qui fait ce qu'on lui demande. Après, à l'école, j'ai toujours été un bon élève. Après, au travail, j'étais un bon salarié. Et du coup, j'arrive complètement libre, sans aucune contrainte extérieure. Et en fait, la liberté, je ne savais pas à quel point ça fait flipper. Ouais. Ça fait peur. Ça fait peur. Et au début, j'ai mal vécu ma liberté. Et j'en faisais des cauchemars tous les jours, en fait. Les premiers jours que je suis parti à l'aventure, c'était cauchemar. Ça a duré près d'1 mois. Cauchemar sur cauchemar. C'est-à-dire, enfin, comment ça paraît dingue de dire que la liberté c'est l'enfer presque. Oui, au début, oui, ça fait peur. Tu perds, en fait, c'est très vertigineux. Ouais. Et ça se matérialisait pour moi par l'eau. Et les analystes de rêve, etc., disent qu'effectivement l'eau c'est la liberté et ce qui va avec, c'est-à-dire sortir du contrôle pour partir dans le laisser aller. Ouais, pas le laisser aller, lâcher prise, exactement. Ouais. Et ce qui fait que au début, en plus d'avoir le vent qui m'hurlait dans les oreilles tous les jours, parce que j'ai marché
le long de l'océan tout le temps en fait. Ça fait plus de 2000 km de rando le long de l'océan, donc le vent tu l'entends, les vagues de l'océan tu l'entends. Et la nuit je rêvais qu'il y avait un raz-de-marée et que l'océan m'engloutissait en fait. Et du coup je le fuyais. Non, je veux pas rentrer dans l'eau, je veux garder mon contrôle. Et le jour en fait où j'ai accepté, je lâchais prise, j'ai accepté dans mes cauchemars que l'océan en fait vienne, et puis c'était pas si désagréable que ça. Et là je suis rentré dans l'océan infini de la liberté. D'accord, purée, c'est dingue. Ouais, t'es vraiment passé de quelque chose de très contrôlé, de très normé à presque trop d'espace, trop de beaucoup d'un coup, on va dire. Ouais. Je suis passé de 0% de liberté à 100% de liberté d'un coup. Ouais. Et ça, sans m'y être préparé. Ouais. Et que ça m'est tombé dessus comme ça, donc au début ça fait un peu mal, ouais. Alors tu dis que t'as 100% de liberté, pourtant au début de ton voyage, et ça on en a parlé dans le premier épisode, tu étais encore, on va dire J'étais en liberté conditionnelle, c'est ça que tu veux dire. Ah non, je sais pas le terme que j'aurais utilisé, mais je trouve ça effectivement. Non, t'étais en congé sabbatique, voilà, c'est ça. Voilà, mais effectivement t'avais quand même ce délai de 6 mois et de je reviens ensuite dans ma vie normée. Comment tu gérais ça? En fait, dans ma tête, j'ai fait le travail de bien séparer les choses. J'ai 6 mois de congé sabbatique. Il faut que j'envoie 2 mois avant la fin, quelque chose comme ça, un préavis pour dire oui, je reviens ou non, je ne reviens pas. Donc, j'ai 3-4 mois de liberté totale. Ok. Et dans mon agenda, j'ai mis une petite alarme, tel jour. Il faut quand même que j'envoie un courrier à la RH pour dire si oui ou non je reviens. Mais en attendant ce jour-là, c'est liberté totale. J'ai bien fait la distinction dans ma tête. Ouais, donc t'as ressenti ce côté vertigineux de la liberté. Exactement. Et tu traverses, tu disais les Pyrénées, c'est plus compliqué. T'arrives à peu près aux 3 mois, 3-4 mois. C'est à quel moment que tu as ce rappel justement sur ton agenda? J'étais dans le premier tiers des Pyrénées. Ok. Donc tu sais, quand tu montes à partir de 1000-1500 mètres d'altitude, tu captes plus. Donc j'ai eu le rappel sur mon portable un jour, et quand je suis redescendu en vallée après 3 jours de montagne sans capter, je me suis dit allez, aujourd'hui c'est le jour, j'appelle le GRH. Et qu'est-ce que tu leur as dit? Je lui dis bonjour monsieur Zinzin, je ne reviendrai pas. Et puis autour de moi il y avait les montagnes, les Pyrénées, j'étais trop bien, non, je reviendrai pas. Mon bureau. Alors lui il m'a dit si, j'ai un super poste pour vous monsieur Blondeau, vous allez voir c'est génial. Non, je ne reviendrai pas. Ok. Donc même si c'était difficile, voilà, tu savais que c'était ta place. Oui, c'était une évidence. Ouais, c'était. À ce moment-là, c'était devenu une évidence. C'était une évidence. Ouais. Donc tu raccroches, tu sais que tu as le temps que tu souhaites en fait pour finir ton voyage. Je sais que j'ai le temps que je souhaite, mais je me suis fixé 6 mois pour le faire, donc ça dans ma tête ça ne change pas. J'ai 6 mois pour marcher mes 5000 km. Okay. Et après, bien que je reviens pas dans ma vie d'avant, je vais construire ma vie d'après. Ok, mais donc tu te mets quand même cette fin à 6 mois, enfin au bout des 6 mois. Quoi. C'est ça. Tu parles du fait que tu es parti seule, de façon plus matérielle. Comment tu faisais tu avais ton sac, tu faisais comment pour dormir? Est-ce que tu moi je suis parti en autonomie complète. D'accord, pas de refuge, pas de vraiment seul. Tu étais vraiment totalement seul. C'est ça. Ok, d'accord. C'est ça. Donc avec ta toile de tente et. Exactement. Et tout s'est bien passé. Tu disais que ça n'a pas été facile au début. Le côté dormir dehors dans la nature, ça s'est bien passé. Ouais. Alors au début c'était un peu compliqué parce qu'au Portugal en fait dans l'Algarve il y a beaucoup de promotions immobilières, donc en fait j'ai beaucoup fait de camping périurbain. Ok. À planter ma tente donc dans des pavillons en construction quoi. Ok, d'accord. À la sortie des villes. Bon, au début, j'ai fait un peu de camping quand même. J'ai fait ça un petit peu progressivement. Au Portugal, je m'offrais régulièrement des campings pour se sentir en sécurité quelque part, mais surtout quand même avoir une douche chaude ou une douche tout court, parce que de toute façon, il fait tellement chaud qu'on n'a plus besoin de l'eau chaude. Et après, c'était 100% autonomie totale, quoi. Okay. Donc là, tu ne peux compter que sur toi pour trouver ton eau, ta nourriture et la porter dans le sac et ta tente. Ok. Et en montagne? T'arrives à gérer ça parce que t'es beaucoup plus seul, là, c'est plus du périurbain. Ouais. Là, du coup, en montagne, on commence vraiment à être dans la nature bien seul et tout se passe bien. Tout se passe bien. Au début, on appréhende. Au pire, pour ceux d'entre nous qui sont pas très rassurés dans la forêt et tout ça, la première nuit, tu fais une nuit blanche. Puis la deuxième, tu dors comme un bébé parce que t'es mort de fatigue. C'est ça. C'est la solution. Donc ça vient très vite. Okay. Et les rencontres à éviter, en fait, ce sont les rencontres avec les humains.
Ah oui? Bah ouais, parce que il y a peu d'animaux en Europe qui sont dangereux pour l'humain. Et les humains, en se cachant bien, on les évite en fait. Tu traverses les Pyrénées et ensuite tu remontes jusqu'à, tu le disais, Notre-Dame de Paris. Exactement. Où, alors ce qui est intéressant, et t'en parles dans le premier épisode, c'est que tu avais initialement prévu un temps de réadaptation à la vie sociale et civilisationnelle. Ouais, civilisationnelle, ouais, voilà. C'est ça le terme. Parce qu'effectivement, quand on part, t'es passé de ta vie de banquier où tu recevais beaucoup de gens dans ton bureau à une vie où tu te retrouves tout seul, où tu te caches, tu le disais, de la civilisation, enfin en tout cas des humains. Tu vis ça tout seul. Paris, l'arrivée, Notre-Dame de Paris. Ouais. Est-ce que tu peux rapidement parler de cette arrivée? Ouais, bah du coup, ça te fait de la réadaptation sociale et civilisationnelle un peu rapide. Ouais. Parce que la traversée de la France, par les itinéraires que j'ai pris, et j'ai pas traversé de ville, je suis resté au mieux dans la campagne, et beaucoup de nature, la traversée du Forez, du Morvan, tu vois, personne. On était mois d'août, septembre, début octobre, il y a plus personne, quoi. J'ai croisé 4 pèlerins. Dans la traversée de la France, à partir du Puy-en-Velay, j'ai croisé 4 personnes jusqu'à Paris. C'est pas énorme. Non. Et là, t'arrives à Paris. Alors déjà, la première horreur quand tu t'approches d'une ville, c'est le moteur à explosion. Parce que quand tu marches 6 mois seul dans la nature, tu redeviens un peu un animal. Ouais. Et je comprends tout à fait les animaux qui partent en courant quand vous passez avec votre voiture dans leur bois, parce que quand tu ne serait-ce que traverser une route ou pire une ville, déjà c'est le choc sur les oreilles, ça te brise les tympans. T'es habitué à entendre le coulis de l'eau dans la rivière, les petites feuilles dans les arbres qui chantent avec le vent, un battement d'ailes de moineau à 15 mètres, et là t'arrives, Paris, embouteillage, klaxon, moteur explosion, le kéké avec sa grosse voiture qui fait péter tous les tours. Donc ça fait mal aux oreilles, le retour à Paris pour commencer. Après t'as la vue, t'étais dans la montagne, le long des rivières, c'était beau, dans la forêt, t'arrives, des bâtiments gris dégueulasses partout, ça pue. Ça pue la merde, ça pue le diesel froid des bouts embouteillages. Donc les sens sont inondés de choses pas très agréables. Là où justement ils étaient bien calmes avant dans la nature. Et après il y a toute la vie grouillante avec des humains partout. Alors, ça fait un peu chelou de dire ça, il y a des humains partout, mais voilà, à part des employés de commerce, en France je voyais plus trop de monde à la fin, puisque c'était tard en saison, il y avait plus de personnes sur les sentiers. Et donc là, tous ces humains partout agités, pressés, avec la tête triste. Tu marches sur le bord de la route, tu vois les gens qui sont coincés dans l'embouteillage le matin pour aller à leur boulot où ils y vont que pour payer leur loyer. Tout le monde est triste, quoi. Merde. Ça, c'est un petit peu ce qu'on disait au premier épisode. T'es sur ton petit nuage, après avoir vécu cette expérience extraordinaire, et tu reviens dans la civilisation où rien n'a changé. Et les gens sont toujours aussi malheureux. Alors, et après, l'arrivée à Paris. À Paris, c'est rigolo parce que j'ai fait mon dernier bivouac sauvage, en fait, à Paris, le long de la Seine, entre un camp de gens du voyage et un camp de clochards sous un pont, à côté des pêcheurs. Du coup, j'ai réussi à me planquer et à pas être trouvé. Mais c'était un peu borderline, on va dire. Et là, à Paris, arrivé à Notre-Dame de Paris, t'as pensé à ta ligne d'arrivée pendant 6 mois, 180 jours, à marcher tous les jours, toute seule, t'y arrives. C'est un moment extraordinaire. Un moment que t'avais visualisé. Ouais. Tous les jours, je visualise ma ligne d'arrivée. Tu te prends un temps pour ça ou tu le fais quand tu marches? Non, je le fais quand je marche. Ouais. Et tu te vois... je vois ma ligne d'arrivée, je vois Notre-Dame, j'imagine déjà arriver sur le parvis, avec mon sac à dos, mes chaussures, et ça y est, je l'ai fait. Dans ma tête, chaque jour, je me suis dit, ça y est, j'ai marché les 5000 km en 6 mois, j'ai réussi. Au début, c'est pas une évidence. Plus les jours passent, plus ça devient une évidence. Mais au début, ça ne l'est pas forcément. Tu l'as fait par instinct ou est-ce que c'est parce que la visualisation c'est une technique qui est très connue dans la préparation mentale notamment des sportifs et même aujourd'hui c'est une méthode de développement personnel aussi. J'en avais un peu entendu parler dans le cadre du développement personnel et j'en avais aussi entendu parler dans le cadre de mes lectures assidues de Mike Horn, l'aventurier, et quand il part faire le tour du monde sur le cercle polaire arctique, il dit tous les jours j'imaginais arriver à la ligne d'arrivée, ça m'aidait quoi. Ok, donc tu te visualises cette arrivée. Et c'est vrai que ça aide, c'est cool. Et une fois que tu franchis la porte de Notre-Dame... C'est très émouvant. Très émouvant parce que ça fait 6 mois où tu ne penses qu'à elle, et ça y est, t'y es. Donc d'un côté, c'est une énorme victoire, avec une grande leçon, quand on veut, on peut. Il suffit juste de s'en donner les moyens. Et quand tu ressors de Notre-Dame,
avec les jours quand même, ça a mis quelques jours, il y a qu'est-ce que je vais faire maintenant qui arrive derrière. Ouais. C'est l'aboutissement quand même de... Mais c'est un grand aboutissement. Ouais. Et la leçon, tu l'as légèrement évoquée. Qu'est-ce que tu apprends de ce premier voyage que tu réalises? Quels que soient tes rêves dans la vie, que ce soit traverser un continent, créer ton entreprise, séduire l'homme, la femme de ta vie, aller sur la lune, quel que soit ton rêve, je sais pas ce que sont vos rêves, mais quel qu'il soit, il suffit d'y aller et de tout donner tous les jours jusqu'à temps qu'on y arrive. Ouais, d'atteindre ton objectif, c'est ce que tu as réussi à te prouver. C'est ça. Avec ce voyage, Donc on en parle dans le premier épisode, mais suite à ça, donc effectivement, tu avais appelé le service RH en disant que non, tu ne reviendrais pas. Donc c'est très drôle d'ailleurs ce passage-là où tu nous expliques que tu as tout tenté, rupture conventionnelle, demande de sponsoring qui t'ont été refusées, voilà, et donc tu as démissionné simplement, et donc ensuite tu as décidé de lancer ton activité autour justement de la formation randonnée pour transmettre cette passion-là, parce que finalement tu te rends compte que c'est une réponse peut-être à justement tous ces gens qui semblent tristes. Bien sûr. Donc on en parle pas mal dans le premier épisode. Tu ne t'arrêtes pas là, puisque ça c'était 2017, et donc tu lances cette activité-là, mais tu décides de partir en 2018, plus si je ne dis pas de bêtises, faire des GR plutôt vraiment plutôt en montagne. C'est ça. En vrai, la trame de fond, c'était quand même, j'avais en tête de finir ma traversée de l'Europe. J'étais parti de Faro, donc l'extrême sud-ouest de l'Europe, et je voulais arriver à l'extrême nord, donc Cap Nord, la pointe tout au nord de la Norvège. D'accord. Okay. Ça, c'était une trame de fond. Cependant, en revenant à la civilisation à Paris, j'ai recommencé à avoir une vie sociale, émotionnelle, relationnelle normale, donc je me suis retrouvé une petite copine. Et en fait, quand est arrivée la belle saison, j'étais heureux avec elle, et j'ai pas voulu repartir, je voulais pas la quitter et finir cette histoire d'amour pour partir marcher 5000 km. En fait, j'étais bien. Ouais. Donc je suis parti faire que des petites marches, entre guillemets. Ouais. Et par exemple, je suis parti traverser 3 fois l'Écosse en kilt au printemps pour l'échauffement. Après, alors j'avais un projet de tentative d'ascension du Mont Blanc avec un ami alpiniste, et on était 4 dans la cordée. Et en fait, les 3 autres compères se sont blessés dans la phase de préparation. Et ça, je l'apprends à J-1 avant l'attaque du Mont Blanc, quoi, en gros. Ouais. Où j'ai mon ami qui me dit au téléphone, je dis, écoute, je sors de l'hôpital, j'ai eu un pépin de santé, impossible pour moi, quoi. Donc au début, on devait être 4, on devait être plus que 2 finalement avec lui, puis la veille, quoi, il me dit non, pas possible pour moi. Donc je me suis retrouvé face au Mont Blanc et je me suis dit, c'est peut-être un message de la montagne, tu vois. Et avec les années, j'apprends à écouter l'univers, et là, je pense que le Mont Blanc voulait me dire, c'est pas pour toi, quoi. Ouais. Donc j'ai quand même fait le tour du Mont Blanc, qui est Ouais. une petite balade de 180 km. Superbe, où tu le vois sous tous les points de vue, c'est magnifique. J'ai traversé les Alpes du lac Léman jusqu'à la Méditerranée, puis j'ai enchaîné en allant traverser la Corse sur le fameux GR20, le GR dit le plus difficile d'Europe, qui est effectivement un peu technique, est magnifique. Ouais. Alors je dis c'est des petits voyages, mais c'est quand même à chaque fois des portions de 180 km Ouais, à peu tout près. du Mont Blanc, GR20, on est sur 180 km. Le GR5, donc la grande traversée des Alpes, on est sur 600 km. Ouais. Et puis en Écosse, j'ai fait 450 km de marche. Oh, ok. Donc à chaque fois, c'est des périples de combien de temps tu pars pour Le GR20, je l'ai fait en 7 jours. La traversée des Alpes en 18 jours. Le tour du Mont Blanc en 5 jours et demi. L'Écosse en 12 jours. Bon, là, je faisais monter les tours. Hein. Ouais. La deuxième année, je suis parti, je me suis dit, ok, bon, je pars pas 5000 km tout seul, mais il va falloir que je m'éclate quand même, que ce soit intense. Donc, je pars dans une optique très challenger. Oui, parce que le tour du Mont Blanc, moi, ça fait effectivement partie des choses que j'aimerais beaucoup faire, et il semble que si on veut le faire tranquille, juste voilà pour profiter, on est plus entre 7 et 10 jours, si je dis pas de bêtises. Ouais. Plutôt 10 jours, ouais. Ouais. Donc, Il y a 14 étapes, ouais. 7-10 jours, c'est faisable. 5 jours et demi, j'y suis allé comme un bourrin. Ouais. En moyenne, c'était 35 km par jour et 1600 mètres de dénivelé positif par jour, ce qui fait un équivalent flat à 50 km par jour. Ouais, c'est ça. Et en haute montagne, assez technique du coup, avec de très forts dénivelés. Ouais, de fort dénivelé, et puis le fait aussi de manquer un peu d'oxygène en altitude. Et Donc, bien oui. Au début, c'est un problème. Après, t'as l'acclimatation, mais les premiers jours, c'est un peu difficile, ça. Ouais. Ok. Donc, tu pars faire tous ces GR. Qu'est-ce que quelle est ton optique à ce moment-là? On parlait de
ton premier voyage de France-Sibéria où tu pars avec plus ou moins des questions, on a essayé d'y répondre. Là, ton objectif, c'est un objectif... qu'est-ce que tu vas chercher? Bah là, déjà, je vais chercher... il y a deux choses, en fait. Il y a le côté sportif. Ouais. J'étais un peu dans l'optique... France-Sibéria, j'ai marché 5000 km en 6 mois. Ouais. C'est bien, mais je peux mieux faire quand même. Il y avait quand même un petit côté de challenger sportif qui disait quand même, au début, on faisait pas beaucoup de kilomètres. Donc là, je vais me prouver vraiment que je suis fort dans ce que je fais. Et donc, j'ai fait une très belle performance sportive. Ouais. La deuxième chose, c'était de se dire, je suis en train de développer mon activité. Aujourd'hui, je suis formateur en randonnée. Et ma première idée était de faire, en fait, les plus beaux GR bien fréquentés et d'en faire une formation en vidéo e-learning spécifique pour les préparer. Okay. Donc aujourd'hui, sur mon site, on retrouve la formation pour préparer ton GR20, ton GR5, ton GR10, Saint-Jacques-de-Compostelle, l'Écosse, le Tour du Mont-Blanc, etc. C'était de professionnaliser, il y avait cette... Il y avait évidemment la professionnalisation derrière. Et je ne parle que de ce que je connais. Donc je me voyais pas faire une formation sur le Tour du Mont-Blanc sans l'avoir fait, c'est hors de question. Donc j'ai fait chacun des GR sur lesquels maintenant j'accompagne les randonneurs, les trekkers à se préparer. Ok. Voilà. Donc il y avait déjà cette optique-là professionnelle derrière. Ouais. T'as appris des choses en plus lors de ces GR par rapport à ton France-Sibéria. Oui, bien sûr. Qu'est-ce que t'as appris Là, j'ai fait beaucoup de hautes montagnes en y étant préparé. Donc j'ai vu la différence déjà de ce que ça vaut en performance physique et en diminution des blessures, de se préparer avant de partir. Comment tu t'es préparé? C'était l'entraînement spécifique à la randonnée. Donc déjà de la randonnée, en maximisant les dénivelés dans mes phases d'entraînement et en augmentant mon poids de sac. C'est-à-dire, moi je pars par exemple traverser les Alpes avec un sac de 12 kilos, je m'entraîne avec un sac de 18 kilos, une fois et demie plus dur. Je fais tout plus dur. Mon entraînement est plus dur que l'aventure. Okay. Quand t'as le temps et l'énergie à investir dans l'entraînement, c'était ça, quoi. En fait, mon entraînement était presque plus dur que le GR5, le Tour du Mont-Blanc et le GR20 cumulés. D'accord. Du renforcement musculaire. Ouais. Pour préparer les muscles là où ça va demander, et du cardio, donc avec des sessions de HIIT où on monte très fort le cardio. Ok. Ouais. Et ça, tu t'es fait ton plan d'entraînement tout seul? Ouais, tout à fait. Ouais. Tout seul? Ouais. Et sur combien de temps 3 mois. 3 mois. Ouais. 3 mois avant de partir, 5 à 6 sessions de sport par semaine, avec une discipline totale. Ouais. Et ça paye très fort. Ouais. Et là, du coup, j'ai vu la différence. Parce que quand tu fais un col à 2700 mètres d'altitude, et que tu vois tous les randonneurs autour de toi qui sont au bout de leur vie, et que toi t'arrives tac tac tac, c'est tout, c'est déjà fini, et que t'as la possibilité de pouvoir jouir du paysage qui est devant toi. Ouais, sans te concentrer sur tes sensations. Exactement. De souffrance. Exactement. Donc la préparation physique, oui, ça booste effectivement la performance, mais ça booste aussi la qualité de vie une fois sur le sentier, quoi. Ouais. Moi, j'ai pas trop souffert de cardio, pas trop souffert de courbature, j'ai pas trop souffert en fait. Physiquement. Ouais, pour des GR qui sont réputés très durs. Ouais. T'as plus souffert physiquement lors de ton premier périple. Oui. T'avais tiré les enseignements en fait. Oui. C'est ça. De ton premier périple. C'est ça. Ok. Ça c'était 2018. Ouais. 2019. On finit ce qu'on a commencé. Ouais, c'est ça, c'est-à-dire que tu avais toujours ton idée en trame de fond de faire ce fameux cette fameuse traversée de l'Europe du sud vers le nord. C'est ça. Avec ton objectif Cap Nord a toujours été ton objectif. Ça a toujours été dans ta tête depuis le début. Quand même pas mal, ouais. Ouais. La traversée de l'Europe, pour moi, c'était d'un bout extrême à l'autre bout extrême. D'accord. Et l'extrême de l'Europe, Cap Nord, je veux dire, c'est... Alors, Cap Nord, ça se situe où, juste? C'est le point le plus au nord de l'Europe. Ouais. C'est-à-dire que c'est au nord de la Norvège. Okay. En face, t'as le pôle Nord, t'as plus rien, quoi. Ok. Ok. Donc, tu t'es lancé dans cette aventure-là. Tu disais qu'en 2018, tu avais une amie que tu ne te sentais pas prêt de laisser pour un long périple. Finalement, t'arrives à... Nous nous sommes séparés avec cette amie. Ouais. Et effectivement, en 2019, je pars seul, sans briser quelque chose qui était en train de se faire. Ouais, il y a une fin de cycle qui te permet aussi de partir. Ouais. D'accord. C'est ça. Et donc tu décides de faire quel parcours? Tu t'es encore créé un parcours tout seul? Ouais. Okay. Tu sais, j'aime pas les solutions vraiment sur mesure. Ouais. Moi, j'ai un rêve. Alors, qu'est-ce qui existe? Et je colle des bouts. C'est-à-dire que Paris-Cap Nord, le jour où je suis parti de Paris-Cap Nord, je savais où j'allais marcher jusqu'à Bruxelles sur 300 km. Mais les 4700 km d'après, j'avais aucune idée d'où j'allais passer. D'accord. Je l'ai construit au fur et à mesure en regardant sur mon smartphone les cartes des GR. J'avais une idée, une trame de fond.
Alors, excuse-moi, ça veut dire que tu pars faire ta randonnée et c'est sur ta randonnée que tu cales ton parcours? Ouais. D'accord, Alors, avec un petit bémol quand même, Rosanne, parce que la traversée de la Scandinavie, qui a le côté un peu plus hard, parce qu'on est haut en latitude, en altitude, là-haut quand il fait froid, c'est pas des blagues, donc je pouvais pas me permettre d'improvisation. Et surtout, plus tu montes en haut en Norvège, moins t'as de ravitaillement. Donc, la traversée de la Scandinavie, là j'avais préparé, j'allais prendre le E1, donc le European One, le sentier de randonnée européen numéro 1, qui traverse toute la Scandinavie sur 3000 km. Ok. Mais entre Bruxelles et la Suède, il y a quand même une paire de kilomètres. Je ne savais pas ce que j'allais faire. D'accord. Et donc tu pars quand? C'est récent, ça? Oui. Assez récent. C'était en 2019. Je sais plus trop. C'était avril ou mai 2019. Ok. Et je pars. Là, alors je me donne 6 mois, mais en vérité, maintenant je commence à comprendre un peu plus l'univers. Il faut que j'arrive à Cap-Nord avant que l'hiver n'arrive. D'accord. Et là-haut, l'hiver arrive très vite. Donc il faut que j'arrive le plus tôt possible. Et au début, vu comme je suis parti, j'allais arriver mi-fin septembre. Et en fait, j'avais une petite appréhension là-dessus. Et plus le temps passait, plus je me disais, merde, quand je regarde les relevés météo statistiques fin septembre, enfin c'est la neige, c'est... Déjà. Ouais. Ah oui. ça tombe, il neige là. Donc c'est un petit peu short. Donc j'ai pris la décision en cours de route. Donc j'ai traversé la France, la Belgique, la Hollande à pied comme ça. Et quand j'arrive en Allemagne, je me dis allez, il faut que je prenne un moyen de transport pour accélérer la manœuvre. Je vais traverser l'Allemagne et le Danemark en train, traverser la Scandinavie à pied pour arriver à Cap-Nord pas trop tard. Et après je reviendrai et tout ce que j'ai fait en train, je le ferai à pied pour avoir fait tout le parcours à pied, ce qui était mon objectif, traverser l'Europe à pied. Ouais. Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai pris un train, j'arrive dans une gare, je dis bonjour, je vais aller en Suède. Il y a un train cet après-midi, ok, c'est parti, on y va. Et là, du coup, je prends ce train, j'arrive en Suède, je remets pied à terre et je traverse la Suède, je traverse la Norvège. En gros, je fais un petit demi-cercle dans la Suède, dans la plaine. Et après, je longe la frontière Norvège-Suède jusque dans le Grand Nord, là-haut. Ok. Dans la montagne, donc. Ouais. La montagne et les marais et le froid. Oh là, donc totalement différent de ce que tu avais pu connaître par le passé. Complètement. Qu'est-ce que tu as appris de ce périple-là? Les moustiques. Ah! Je croyais que je connaissais les moustiques, Rosanne. Non, je connaissais les moustiques en France, nanana. Non. Quand tu vas en Suède et en Norvège, là-haut, c'est une tourbière géante. C'est des marais partout. Toute la plaine, c'est du marais partout. Donc c'est un nid à moustiques, c'est un truc de ouf. Un jour, j'ai passé ma main dans mes cheveux, juste comme ça. Et je regarde ma main, j'ai 5 moustiques morts. En l'espace d'une seconde. Je me dis quand même, c'est assez impressionnant. Et depuis, j'ai battu un nouveau record. C'est-à-dire que 30 secondes plus tard, j'ai repassé ma main dans les cheveux. J'avais 6 moustiques morts sur la main cette fois-ci. Alors, je sais pas si ça vous fait pareil. Moi, ça me gratte. Le fait d'en parler. Et oui, c'est vrai que ça recommence à gratter. On n'aurait pas pensé... Ouais. Donc pas mal de moustiques dans les marais. Ouais. Mais dès que tu arrives en montagne, par contre, il fait plus froid, il y a moins de moustiques. Ouais. Et dès que le vent commence à souffler, il y a plus de moustiques. Pareil. Ouais. Donc en fait, quand le froid et le vent arrivent, t'es content parce qu'au moins les moustiques te foutent la paix. Tu mets ta polaire, tu fermes bien ton manteau, et puis ça passe. Et j'ai eu un petit coup de froid en Norvège. Il y a eu le pire été du siècle depuis qu'il y a une station météo en 1870 à Trondheim. Donc t'as eu le printemps le plus chaud au Portugal, t'as eu... C'est ça. Ça, c'était le petit coucou de l'Europe pour moi. Ouais. Le plus chaud printemps portugais, le plus froid été norvégien. Et un coup de froid là-haut, ça veut dire qu'on est sur les températures... J'étais pas très haut en altitude, là où j'étais, on avait des températures légèrement positives, donc entre 0 et 5 degrés, avec de la pluie et du vent de face tout le temps, pluie ou neige fondue. Ce qui fait des températures ressenties négatives, et plus les orages et la grêle qui arrive par-dessus, quoi. Là, en termes de vêtements, j'étais un peu short. Donc je suis descendu de la montagne pour aller chercher une petite ville et acheter du nouveau matériel, un plus gros manteau, etc., pour pouvoir être en confort et en sécurité. Parce qu'à un moment, c'était limite quand même. Ouais. Donc ouais, un voyage bien différent, bien différent du premier. Ouais. Tu dis quand même que ça a été un grand moment de ta vie, ce voyage. Oh oui. Comment La Norvège, c'est un ressenti, c'est un autre monde déjà. T'arrives là-haut, il fait jour 3 mois. Parce que t'es en plein été, le soleil ne se couche plus. Donc, j'avais jamais connu ça. T'arrives dans des paysages, vraiment là, le terme solitude, il est un peu plus fort, quoi. Plus tu montes dans le nord, sur les sentiers, moins il y a de gens.
Donc t'es dans ces montagnes, ces marais, tu traverses ces rivières plusieurs fois par jour à gué. T'es toute seule face à tout ça dans l'immensité de la nature. Et ça dure des mois, parce que la Scandinavie, c'est 3000 km de long. T'as le temps de méditer ce que c'est que la beauté de la nature, tout ça. Et c'est un régal tous les jours. Ouais, tu te lasses pas? Non. Jamais. C'est vrai que le randonneur, on peut se dire, quand on part sur plein de kilomètres comme ça, est-ce qu'à un moment, on ne se lasse pas de toute cette immensité? Chaque jour, c'est une merveille. Ouais. Dès que tu passes un col, c'est une nouvelle merveille. Donc non, je me suis jamais lassé de ça. J'ai marché 15 000 km sur les sentiers d'Europe, puis je suis pas lassé du tout. Ouais. Je vais même y repartir, ça se trouve. Ah. Alors peut-être l'arrivée à Cap Nord quand même. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots? Ouais, alors ça c'est un grand moment. Parce qu'en fait, c'est tout à fait inattendu. J'arrive à Cap Nord. Donc voilà, il fait 5 degrés, il y a du brouillard, il y a des rafales de vent à 90 à l'heure, on voit rien à 20 mètres donc. Et du coup, c'est avec cette histoire de visualisation, visualiser son objectif pour y arriver. Je l'ai fait aussi pour Cap Nord, évidemment. Et je me suis dit quand même, dans les kilomètres avant d'arriver, putain c'est dingue, j'ai marché 15 000 kilomètres à travers l'Europe pour arriver à ce point-là. Et maintenant que j'y suis, en fait, j'ai une sorte d'illumination qui me traverse l'esprit. Ben, je me dis, Cap Nord, c'est pas important. Ce qui est important, c'est pas arriver à Cap Nord. Ben, il fait moche, il fait froid, il y a du vent, je vois rien. C'est pas important. Ce qui est important, c'est les 15 000 kilomètres de chemin que j'ai parcouru pendant ces années pour arriver là. Et c'est ça qui m'a tout appris. C'est le chemin qui m'a tout appris et pas cette destination. T'as ce flash-là sur l'arrivée, ouais. Et qu'est-ce que tu retires, justement, de ce, qu'est-ce que c'est le chemin. Alors ça, je pense qu'en plus, on l'entend souvent, c'est pas tant la destination, mais c'est tout le chemin qui est important. Ouais. Qu'est-ce que ça t'a appris globalement, ces 15 000 kilomètres? Globalement? Qu'est-ce que ça t'a apporté? Qu'est-ce que ça t'a... Il faut quand même se fixer une destination. Ouais. Pour avoir un cap. Voilà, tu tiens le cap. Et quoi que ce soit, marche vers ce cap. Et la vie, c'est ça, en fait. Ouais. Tu donnes tout pour marcher vers le cap qui t'appelle et que tu sens t'appeler en toi. Et tu gères les imprévus, parce que souvent on dit qu'on a un cap, mais est-ce que se fixer un cap et ne pas en déroger et avoir un plan qu'on déploie et qu'on met en œuvre? C'est la grande question, c'est paradoxal. Il faut avoir un cap, mais il faut pas se fixer mètre après mètre chaque pas que tu vas faire. Ouais. Sans pour autant perdre de vue le cap qui est au bout. C'est ça. Ouais. Je pense que c'est assez. On peut retrouver ça dans pas mal d'aspects de la vie, hein, que ce soit la randonnée. Je pense que c'est un enseignement qui est vraiment, qu'on peut mettre en parallèle avec plein d'autres processus. Effectivement, il faut avoir un cap, mais si on respecte absolument étape par étape, est-ce qu'on passe pas à côté d'autres surprises et d'autres événements? Bien sûr. Écoute, tu as fait donc 15 000 kilomètres de marche. Tu es rentré donc en septembre, c'est ça? C'est ça. C'est ça. Et donc rentré en France. Quels sont tes projets aujourd'hui? Tu disais là peut-être repartir, mais qu'est-ce que tu envisages aujourd'hui? Aujourd'hui, après avoir marché 15 000 kilomètres et avoir atteint cette destination, qui je l'ai appris une fois en y arrivant n'était pas si importante que ça, c'est quand même rigolo. Je repars dans une nouvelle aventure. Et cette aventure, pour moi, c'est de créer mon entreprise et d'avoir la liberté financière. De générer suffisamment d'argent pour vivre, moi et ma future famille. Donc il faut pour cela quand même avoir un business qui tourne. Et en fait, c'est beaucoup plus simple pour moi de marcher 15 000 kilomètres tout seul, dans le froid, la pluie, le vent, tout ça, que de monter sa boîte. Donc en fait, la vraie aventure maintenant pour moi, et qui me permettra d'atteindre la liberté qui est mon cap, qui a toujours été quelque part mon cap, la trame de fond de ma vie, c'est de conquérir cette liberté en ayant suffisamment de moyens financiers pour me l'offrir. Ça passe par la voie de l'entrepreneuriat pour moi. Donc monter ma boîte, la développer, ça c'est ma nouvelle aventure. Et peut-être à moyen long terme, peut-être une fois que tu auras cet objectif d'atteindre un autre voyage. Oui, c'est assez addictif, donc il est probable que je reparte. Ça marche. Je te propose de passer pour terminer à la rubrique des questions tac au tac. Donc le principe, c'est donc effectivement la question mystère. Ouais, c'est un petit peu les questions mystères. Bon, c'est très très simple. Hein. Le principe, c'est juste de répondre de façon la plus instinctive possible. La première chose qui vient à l'esprit.
On a quelques questions. Il y en a pas énormément. La première, c'est sur ces 15 000 kilomètres. Si je te demande ton meilleur souvenir, ton plus beau souvenir de ces 15 000 kilomètres, quelle image te vient tout de suite? Bah en fait, c'est la conclusion de l'arrivée à Cap-Nord. Ouais. C'est que tout ça, en fait, Cap-Nord, ça compte pas, mais c'est tout ce que je viens de faire. Ouais, c'est ta réponse. Ouais. C'est la réponse à une question que tu te posais presque pas, en fait. Ouais. C'est ça. C'est ça. Le pire souvenir. Le pire souvenir? Oh ouais. Attends, j'hésite entre l'insolation avec la nausée, la diarrhée, la fièvre délirante, la branche enfoncée dans la cuisse, l'ours ou l'attaque des chiens errants. Je sais pas trop. Oh là là. Mais attends, alors juste, moi, tu parles de l'insolation. Bon, on en a un petit peu parlé. Ouais. La branche dans la cuisse. Ouais, alors, départ de Cap-Nord. 4e jour, j'ai fait l'erreur de planter ma tente à côté d'un terrier de blaireaux. Et du coup, elle m'a attaqué la nuit, en fait. Et donc, j'ai mal dormi. J'ai passé presque une nuit blanche. Et le matin, je défais le campement et je m'empale, en fait, une branche dans la cuisse. J'arrive pas à enlever tous les bouts de la branche. Ça s'infecte. Je vais voir un pharmacien. Il me dit, ouais, fais gaffe quand même. Et puis, 4 jours plus tard, j'arrive dans une ville. Et je vais à la pharmacie. Ils me disent, non, faut aller aux urgences, monsieur, là. C'est sale, ça va pas du tout. Donc, je passais sur le billard, me faire enlever des bouts de branches de bois pourris au fond de la cuisse. Mon Dieu, d'accord. Et sinon, tu parlais à la fin d'ours. Ouais. Alors, c'est quoi ça? Ouais, j'ai rencontré un ours, en fait, dans les Pyrénées. Et ça s'est passé la nuit. Donc, il est venu dans mon campement pendant que j'étais en train de dormir. Et ça a été le moment le plus terrifiant de ma vie. Ah ouais? Ouais. J'ai eu peur. Ouais. J'ai eu peur de pas me réveiller le lendemain vivant. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Tu t'es réveillé, t'as entendu qu'il rôdait? Ouais. Et qu'est-ce qu'il est... Et il arrivait, et en fait, il a tourné autour de ma tente 2 fois, en respirant, pour renifler. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? J'étais vraiment à l'endroit le plus paumé du GR10, en plein milieu de l'Ariège, dans le territoire des ours. Il y avait des boules de poils d'ours, des merdes d'ours partout à ces alentours-là. Et c'est un endroit où la réintroduction a super bien marché. Et voilà, moi je pensais que rencontrer un ours c'était super. Et que ça se passait en pleine journée, tu sais, tu le vois à 15 mètres, il passe devant toi, genre il te fait un petit coucou, et puis il traverse le chemin, t'as vu l'ours, t'es content. Mais non, ça se passe en pleine nuit, t'es enfoncé dans ton sac de couchage comme une grosse chenille, tu vois, genre tu peux pas bouger, et il y a un ours qui vient. Et là, t'as conscience que t'es pour une fois pas au sommet de la pyramide alimentaire, et que est-ce que tu vas vivre, est-ce que tu vas mourir, ça ne dépend plus de toi, ça dépend d'un ours. Ouais, de ce qu'il décide de faire. Ouais. Et donc il renifle, et puis finalement ça l'intéresse pas. Ouais. Oh là là. Et là, tu dois... Mais t'as un moment de doute. Le temps qu'il prenne sa décision et qu'il se barre, et qu'il sorte ton champ auditif, t'as un petit moment de doute. Ouais, tu m'étonnes. Ah oui, bon, effectivement, c'est un moment important. J'allais te poser la question de la leçon retenue lors de ta marche, mais tu en as parlé, c'est que c'est pas la destination, c'est le chemin. Voilà. Faut se donner un cap et génial. Tu parlais du fait que tu as été principalement seule. J'aimerais te poser la question quand même de la plus belle rencontre que tu aies faite. Humaine, quand même. Oh. Mais quand tu es seul, Scipion disait qu'était un grand voyageur, je ne suis jamais moins seul que quand je pars seul. Parce que quand t'es seul, t'as pas de cercle social autour de toi, donc si t'as envie de rencontrer les gens que tu croises, tu les rencontres. Donc j'ai fait énormément de rencontres, paradoxalement, j'ai jamais fait autant de rencontres dans ma vie que sur les sentiers tout seul. Et donc ça fait des belles histoires, des amis, des amours, de très belles histoires, quoi. Et la plus belle rencontre? La plus belle rencontre, bah c'était avec une randonneuse. Ouais. Et sur quelle partie de sentier? Ouh là 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 là. Ouh là 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 là. On veut les potins. Ah, c'était les Pyrénées. Les Pyrénées. Ouais. Ok, bon, il y a eu l'ours et puis il y a eu la randonneuse. Génial. Alors, je pose une question généralement dans le podcast. Est-ce que tu écoutes de la musique quand tu fais de la rando? Oh non. Pas du tout. Bon, du coup, je ne te la poserai pas. J'écoute la musique de l'univers. Eh ben, écoute, j'allais dire la chanson préférée que tu écoutes quand tu fais du sport. Alors, peut-être quand tu faisais tes préparations, ton hit. Toujours sans musique? Non. Sans musique. Non. Eh ben, écoute, on mettra une petite musique zen de bruit de l'eau qui coule. C'est on ça, va une trouver petite ça. rivière qui coule, ça va être Une rivière superbe. qui coule, ce sera la musique préférée du podcast. Mais écoute, merci beaucoup, David, pour ce témoignage. Avec plaisir. Je vous rappelle que vous avez également, le récit de sa reconversion, en tout cas de son changement de vie dans le premier épisode du podcast. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter pour terminer? J'ai 2 petits cadeaux pour nos auditeurs qui nous écoutent depuis tout à l'heure. Ah. Sur mon site, vous trouverez 1 heure de formation gratuite pour préparer à faire votre randonnée.
Ouais. Et vous trouverez également, pour aller plus loin ensemble, tous ces programmes de formation en vidéo que j'ai mis à votre disposition. Et je vous offre un code promo, moins 10% sur toutes nos formations disponibles sur le site. C'est top. On mettra le site de toute façon. Moi, je mettrai le site en barre d'infos. On mettra le code promo. On en fera la promotion pour que, effectivement, vous puissiez tester ça. Et puis moi aussi, je vais tester pour l'Écosse. Bon, je le ferai pas en kilt, mais je testerai pour cet été. En tout cas, merci beaucoup. Merci de ton invitation, Rosanne. C'était super. Je te souhaite le meilleur pour la suite et en tout cas la réussite dans ton projet entrepreneurial. Et puis on restera en contact. Merci beaucoup, David. Merci. Ciao. Au revoir. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à laisser une note et un commentaire sur Apple Podcast. Ça m'aide beaucoup. Vous pouvez également soutenir le podcast à hauteur d'1 € par mois via la plateforme de financement participatif Tipeee, dont le lien est en barre d'infos. Je vous remercie, je vous donne rendez-vous sur les différents réseaux sociaux, @50nuances de sport, sur Instagram et sur Facebook, et je vous donne rendez-vous dans un mois pour un nouvel épisode. Je vous dis à très vite.